Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance à distance consacrée au cours de droit pénal général au profit des étudiants de la filière licence de droit inscrits à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Sebe'a de Casablanca et qui sera consacrée également au chapitre de l'infraction. Et cette fois-ci, nous allons présenter les conséquences du principe de la légalité criminelle. Alors, la première conséquence, c'est que ni infraction ni peine sont texte légal. La deuxième conséquence, qui consiste en l'interprétation stricte de la loi pénale par le juge. La troisième conséquence, c'est qui émane du principe de non-rétroactivité, qui est un principe général, et cette fois c'est dans le cadre de la loi pénale. Et la quatrième conséquence, qui consiste en la territorialité de la loi pénale. En ce qui concerne la première conséquence, qui ni infraction ni peine sont texte légal, ça veut dire que le juge ne peut créer de nouvelles incriminations, et bien sûr ne peut créer de nouvelles peines. Le juge ne peut compléter une loi insuffisante ni appliquer une sanction autre que celle prévue par la loi. Il s'agit d'une garantie des droits individuels contre l'arbitraire. En ce qui concerne la deuxième conséquence, qui est l'interprétation stricte de la loi pénale, alors la loi doit être générale et ne peut prévoir tous les cas particuliers. Il faut donc l'interpréter, c'est-à-dire en déterminer le sens pour l'appliquer exactement. Le principe en droit pénal est l'interprétation stricte. Le juge, qui ne peut créer de nouvelles incriminations, ne peut davantage élargir les incriminations existantes. Alors le juge doit s'en tenir à la loi, sans pouvoir étendre le texte légal à un cas non prévu. En matière criminelle, disait Portali, il faut que des lois précises et point de jurisprudence. Toujours dans cette deuxième conséquence, qui est l'interprétation stricte de la loi pénale, à l'occasion de chaque affaire dont elle est saisie, le juge répressif doit vérifier si les faits reprochés à une personne qui lui est déférée sont susceptibles de recevoir une sanction pénale. Pour cela, le juge doit d'abord rechercher parmi les textes applicables celui qui paraît le plus adéquat. Cette opération intellectuelle, dite de qualification des faits, soulève très souvent des difficultés tant il est délicat de dégager le sens exact de certains textes répressifs. Mais le rôle du juge pénal déborde singulièrement l'interprétation des lois pénales, puisque ce dernier a également reçu le pouvoir d'en apprécier la régularité juridique. En conséquence, on examinera successivement la qualification des faits, l'interprétation de la loi pénale et le contrôle de la régularité. En ce qui concerne la qualification des faits, quel que soit l'état d'avancement du procès pénal, que ce soit les poursuites, l'instruction, le jugement, le principe de l'égalité impose aux magistrats de spécifier le texte qui sert de fondement légal aux faits poursuivis. Dans l'hypothèse où ces derniers échapperaient à la prévision de la loi pénale, aucune poursuite ni condamnation ne serait en effet envisageable. L'opération de qualification est donc de la plus grande importance. La matière simple en premier abord devient singulièrement complexe dans le cas où plusieurs textes répressifs
paraissaient en conflit. Alors, la qualification des faits, qu'il faut la distinguer de la qualification des infractions, est l'opération par laquelle le juge confronte les faits dont elle est saisie aux éléments constitutifs d'une incrimination déterminée. Et ainsi, en présence d'une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le juge retiendra la qualification de vol qui est érigée par l'article 505 du Code pénal. Alors, qualifier une infraction, c'est lui attribuer une place dans la classification tripartite crime, délit, contravention. En ce qui concerne l'interprétation de la loi pénale, en droit pénal, comme en toute autre matière, il arrive que la règle en vigueur soit obscure, incomplète, inadaptée, équivoque, confuse ou fort extensive. Toutes ces insuffisances, amplifiées par la technique balai ou celle de l'incrimination par renvoi, sont autant de manquements au principe de la légalité criminelle et font naître de difficultés s'agissant de la portée exacte de la norme juridique. En présence de tels cas, il faut alors interpréter, c'est-à-dire choisir entre les divers sens possibles de la règle, celui qui doit l'emporter. Alors le principe de l'égalité criminelle impose en effet au législateur de rédiger des textes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre aux citoyens de régler sa conduite. Dans ce contexte, plusieurs exemples suffisent à révéler l'importance de cette question. Un complément alimentaire peut-il être considéré comme un médicament, avec cette conséquence que sa vente est pénalement réprimée lorsqu'il n'est pas le fait d'un pharmacien? Un autre exemple, un terrain nu et clos ne dépendant pas directement d'une maison peut-il être considéré comme un domicile auquel le droit pénal garantit une protection particulière? Également, un autre exemple, des propos injurieux tenus dans une réunion publique caractérisent le délit d'injure publique, alors même que l'auteur de ces propos s'est adressé à un cercle restreint de militants sur le ton de confidence. Alors se posent plusieurs difficultés. À qui confie cette mission? C'est délicate. Toutes les règles peuvent-elles être interprétées? Est-ce qu'il existe des règles d'interprétation? Pour répondre à ces questions, il convient d'examiner tour à tour le domaine de l'interprétation, puis les méthodes d'interprétation. Alors, en ce qui concerne l'interprétation de la loi pénale, à qui confie cette mission? C'est délicate. Alors, toutes les règles peuvent-elles être interprétées? Et existe-t-il des règles d'interprétation? Pour répondre à ces questions, il convient d'examiner tour à tour le domaine de l'interprétation, puis les méthodes de l'interprétation. Alors, en ce qui concerne le domaine de l'interprétation, le domaine de l'interprétation doit être précisé au regard des autorités qualifiées pour y procéder ainsi que de la nature des normes juridiques interprétées. On examinera donc les auteurs de l'interprétation et son objet. Les auteurs de l'interprétation, à qui appartient-il d'interpréter la règle? On peut d'abord penser à l'autorité dont émane la loi, celle étant naturellement la mieux placée pour l'interpréter. Ce système, venu des droits romains avec le rescrit impérial, a été abandonné par la suite et l'interprétation des lois appartient essentiellement aux juges.
étant précisé que le législateur est toujours libre de voter des lois interprétatives. En ce qui concerne l'objet de l'interprétation, qui est le texte, alors quels textes peuvent être soumis à l'interprétation judiciaire? Ce sont en principe ceux dont l'interprétation est utile à la solution du procès pénal soumis au juge. Il peut donc s'agir aussi bien d'un texte d'incrimination ou d'un texte invoqué comme moyen de défense. Concernant les modes d'interprétation, selon l'article du Code du droit pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte. La solution est aussi ferme que traditionnelle, mais la question se déplace. Qu'est-ce qu'une interprétation stricte? Dans le silence de la loi, la doctrine a proposé toute une série de méthodes d'interprétation, mais toutes ne sont pas compatibles avec les exigences particulières des droits pénals. On commence d'abord par les méthodes rejetées, par ce qu'on appelle l'interprétation stricte de la loi pénale par le juge. C'est l'interprétation stricte ne signifie pas interprétation littérale ou grammaticale. Le principe en est l'attachement à la lettre du texte à l'égard duquel l'interprète professe un respect quasi religieux. Présumée parfaite, la loi pénale doit être lue comme le hiéroglyphe qui déchiffre l'égyptologue. En ce qu'il s'adonne à un véritable culte de la loi, la méthode littérale ou judaïque s'inscrit en priori dans le prolongement du principe de l'égalité. Bon en soi, cette méthode présente cependant des inconvénients en certaines circonstances. Si par exemple une contradiction apparaît entre ce qu'a voulu le législateur et ce qu'il a écrit, c'est le texte de la loi qui doit normalement l'emporter. Une telle conclusion n'est pas satisfaisante, tant s'en faut. C'est pourquoi la jurisprudence criminelle n'hésite pas à rectifier la portée d'un texte dont la lettre trahit la pensée de ses rédacteurs. Interprétation stricte n'est pas davantage synonyme de ce qu'il s'opère par analogie ou induction. À la vérité, la méthode analogique est plus qu'une technique d'interprétation, puisqu'il consiste à étendre la solution énoncée pour un cas à des cas semblables pour lesquels la loi est muette. Dans le silence du législateur, le juge est ainsi conduit à appliquer au comportement qui lui est soumis la règle prévue pour un cas voisin mais différent. Admis en d'autres matières, l'argument d'analogie est en principe rejeté en droit pénal, car à vouloir trop étirer le texte, on finit par condamner son texte. En raisonnant par analogie, le juge pénal pourrait par exemple réprimer l'abus de biens sociaux commis dans une société de personnes, alors que la loi n'envisage ce délit que pour certaines sociétés de capitaux. Ou bien l'analogie permettrait également de réprimer sous la qualification d'abus de confiance le détournement de biens immobiliers, alors que le délit inscrit au code pénal ne peut sanctionner que le détournement de biens mobiliers, matériels ou immatériels. Prohibé lorsqu'il est défavorable au prévenu, l'interprétation par analogie est en revanche admise dès lors qu'il lui profite. Si on a rejeté un ensemble de méthodes d'interprétation, alors quelle est la méthode privilégiée pour l'interprétation stricte de la loi pénale par le juge? À bien y regarder, l'interprétation stricte prend souvent la forme en jurisprudence de l'interprétation téléologique ou déclarative. Derrière la lettre du texte, il y a la volonté du législateur. La méthode téléologique s'attache essentiellement à découvrir l'esprit qui a animé la genèse du texte.
non pas la volonté désuète d'un lointain législateur, mais l'intention hypothétique du législateur actuel. Autrement dit, le juge pénal est souvent conduit à rechercher quelle serait la volonté probable du législateur si celui-ci avait réglé l'interprétation. Une telle démarche est couramment suivie lorsqu'il s'agit de délimiter les contours d'une notion incertaine au contenu non défini. Et ainsi la notion de soustraction dans le vol, celle de manœuvre frauduleuse dans l'escroquerie, ou encore celle de victime autrui dans l'homicide involontaire. Mais la méthode téléologique est également très utile lorsqu'il s'agit d'adapter un texte à des nécessités nouvelles que les législateurs de l'époque ne pouvaient prévoir. En ce qui retarde le vieillissement des textes, la méthode téléologique présente un avantage évident. Mais en prêtant au législateur des intentions qu'il n'a pas parfois jamais eues, la méthode conduit à déformer l'incrimination, ce qui maltraite assurément la liberté individuelle. Rappelons l'avertissement lancé au XIXe siècle par Jérémie Bentham, selon lequel les paroles de la loi doivent se peser comme des diamants. En ce qui concerne le contrôle de régularité, comme tout autre texte juridique, la loi pénale s'inscrit dans un édifice pyramidal construit selon un ordonnancement précis. Cette hiérarchie des normes a des conséquences importantes. Elle signifie en particulier qu'une loi pénale d'une catégorie inférieure doit nécessairement respecter les normes qui lui sont supérieures. Si tel n'est pas le cas, la loi pénale pourra être contestée pour sa validité. Ce contrôle de régularité ou de conformité de la loi pénale doit être examiné à la fois au regard de son domaine et de sa portée. Préciser le domaine du contrôle revient à en déterminer les auteurs et les textes qui en font l'objet. Les auteurs du contrôle, les autorités gardiennes de la hiérarchie des normes sont très nombreuses. Parmi ces autorités, il existe en premier lieu le Conseil constitutionnel. Avant sa promulgation, la loi votée par le Parlement peut être déférée au Conseil constitutionnel pour vérification de sa conformité au bloc de constitutionnalité. S'agissant de lois pénales placées au cœur même des libertés individuelles, ce contrôle préventif est à la fois fréquent et salutaire. Il constitue en outre la principale arme juridique de l'opposition. Une fois promulguée, la loi pénale ne pouvait faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Une fois ces contrôles franchis, le texte répressif devient-il inattaquable? Loin s'en faut. À ces contrôles a priori et a posteriori des juges constitutionnels s'ajoute en effet un contrôle a posteriori par le juge ordinaire lorsqu'il se rapporte à un acte administratif individuel ou réglementaire. Ce contrôle est parfois exercé par voie d'action devant le juge administratif. C'est le recours pour excès de pouvoir dont l'objet même est de vérifier la validité du texte litigieux.